Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez fascinante. Appliquer une stratégie militaire, le Blitzkrieg, la guerre éclair, au monde de l'entreprise. Comment est-ce que la vitesse pure, parfois, peut primer sur l'efficacité pour gagner un marché? Oui, c'est ça. C'est une idée popularisée par Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, avec son concept de blitzscaling. Mais aujourd'hui, on va surtout s'appuyer sur une analyse vidéo très intéressante de l'entrepreneur Théo Lyon. Il fait le lien entre ce concept de blitzscaling et ses racines militaires, et il partage aussi son expérience perso avec sa boîte Kudak. Exactement. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette approche, comprendre pourquoi et comment on peut privilégier cette avancée rapide. On va voir 11 principes clés tirés de cette analyse. On va regarder les mécanismes, les avantages. Mais aussi les limites et les ajustements nécessaires quand le sprint doit s'arrêter. Alors, accrochez-vous, on y va. Le premier principe, c'est vraiment la base. La vitesse comme avantage asymétrique. Oui, l'idée clé, c'est ça. Pour une start-up face à des géants bien installés, aller vite, c'est parfois plus crucial qu'être parfait. Il faut exploiter la lenteur des gros, quoi. Tout à fait. L'image de la ligne Maginot contournée rapidement par les Ardennes, c'est un peu ça. Facebook l'a bien montré à ses débuts. Move fast and break things. C'était assez radical. Ben oui. Et cette lenteur des grands groupes, attention, c'est pas forcément un défaut en soi. C'est souvent le prix de la prudence. Ils ont une réputation, des clients existants, beaucoup à perdre en fait. Donc ils multiplient les validations, les comités. D'accord. Alors qu'une start-up, elle part souvent de zéro. La symétrie, elle est là. Théo Lyon rappelle d'ailleurs dans son analyse la différence pendant la campagne de France en 40. Les commandants allemands qui pouvaient prendre des décisions rapides sur le terrain face à une chaîne de commandement française beaucoup plus rigide, plus centralisée. Mais aller si vite, ça veut dire prendre des risques, non? En termes de qualité, de réputation. Ah oui, absolument. Le risque, il est là, c'est clair. Mais c'est un risque qui est, disons, assumé dans cette stratégie. La symétrie joue encore. Pour la start-up, le risque de ne pas bouger, d'être trop lent, il est perçu comme plus grand que le risque de faire une erreur rapide. D'accord, je vois. Coco Bach, par exemple, comme le raconte Théo Lyon, ils ont fait ce choix de publier énormément de contenu très vite, sans processus de validation trop lourd, juste pour occuper le terrain, être visible. Ok. Aller vite, ça génère forcément du désordre, j'imagine. Comment on transforme ça en avantage? C'est le deuxième principe, c'est ça. Exploiter le chaos, chercher l'antifragilité. Exactement. L'idée vient de Nassim Taleb. Certains systèmes ne font pas que résister au désordre. Ils s'en nourrissent, ils se renforcent avec. Comme un muscle après l'effort, en quelque sorte. Eh oui. Et Paul Graham, un autre nom connu de la Silicon Valley, il conseille « do things that don't scale ». Faire des choses pas du tout optimisées au début, manuelles même, juste pour aller vite, pour apprendre. Le fameux MVP, le Minimum Viable Product, c'est un peu ça aussi. C'est tout à fait ça. Lancer un produit imparfait mais qui fonctionne sur un point clé pour tester le marché très vite. Et ce chaos, il a un autre effet. Il peut déstabiliser l'adversaire. Ah, comment ça? En le forçant à réagir dans l'urgence. Et quand on réagit vite, sous pression, on a plus de chances de faire des erreurs. C'est comme aux échecs quand on joue en blitz. D'accord. L'exemple d'Uber est souvent cité. Ils se sont implantés à toute vitesse, parfois sans les autorisations. Ça a provoqué des réactions très fortes, les grèves de taxi par exemple. Oui, je me souviens. Eh bien, l'analyse montre que ces réactions, même négatives, ont fait une pub incroyable à Uber. Ça a braqué les projecteurs sur eux et leur utilisation a explosé ces jours-là. C'est l'effet stressant d'un peu. Un peu, oui. Théo Lyon raconte d'ailleurs sa propre erreur là-dessus. Il a réagi très fort, publiquement, avec colère, à un article négatif d'un concurrent. En fait, c'était une toute petite agence cachée. Et donc, Sa réaction a donné une visibilité énorme, complètement inespérée à cette petite agence. La leçon, un concurrent trop sûr de lui ou qui panique peut devenir un allié involontaire. ok, donc vitesse, chaos, mais il faut quand même savoir où on va. J'imagine qu'il faut une direction claire. C'est là qu'intervient le troisième principe, le Schwerpunkt. C'est ça? Oui, Schwerpunkt. C'est un terme militaire allemand fondamental dans le Blitzkrieg. Ça veut dire point principal ou centre de gravité. Appliqué à l'entreprise, c'est le focus absolu. Le focus. Oui, l'objectif stratégique unique sur lequel on concentre toutes ses forces, toutes ses ressources. C'est là qu'on veut percer. En business, on parle souvent de North Star Metric, l'étoile polaire, l'indicateur qui guide tout. Et ça peut être quoi concrètement comme indicateur? Alors, l'analyse donne des exemples. Pour Airbnb, c'était le nombre de nuits réservées.
Pour Uber, le nombre de courses. Chez Kudak, entreprise de thé au Lyon, c'est le nombre de clients qui utilisent plusieurs services de leur groupe. D'accord. Avoir ce Schwerpunkt très clair, ça simplifie la prise de décision à tous les niveaux. Tout le monde sait où on va. Et idéalement, on choisit ce point-là où notre force rencontre la faiblesse de l'adversaire. Créer un déséquilibre comme au basket. Mais se concentrer à ce point sur une seule chose, ça veut dire qu'on néglige forcément d'autres trucs, non? Exactement. Et c'est le cœur du 4e principe. Accepter de laisser brûler certains feux. On ne peut pas être partout. La concentration sur le Schwerpunkt, ça oblige à tolérer l'imperfection ailleurs. Ah oui, quand même. Il faut choisir ses batailles. Identifier les problèmes vraiment critiques, ceux qui peuvent faire couler la boîte et éteindre ces feux-là. Les autres, moins urgents, ils attendront. Ça doit être hyper stressant pour les équipes, ça. Et pour les dirigeants aussi. Ah oui, c'est très stressant. Le livre Blitzscaling le dit, souvent, le service client ou même un management bien structuré s'est sacrifié au début. Théo Lyon raconte que chez Kudak, la compta, la gestion de trésorerie et surtout le BFR, Le besoin en fonds de roulement? l'argent qu'il faut pour faire tourner la boutique au quotidien, ça a été tellement négligé au début qu'ils ont failli mettre la clé sous la porte, alors même qu'ils étaient rentables sur le papier. Ils ont dû corriger le tir en catastrophe. Waouh. C'est ce qu'on appelle la vitamine N, savoir dire non. Savoir choisir ou ne pas mettre son énergie pour l'instant. D'accord. Donc on fonce, on se concentre à fond, on accepte que tout ne soit pas parfait, mais si on fonce dans le mur, si on s'est trompé de direction? C'est là qu'intervient le 5e principe, pouvoir changer de cap rapidement. La réorientation rapide. Absolument. La vitesse sans agilité, ça ne sert à rien, voire c'est dangereux. Il faut être capable de pivoter très vite si besoin. L'analyse parle de la manœuvre transitoire de John Boyd, un stratège militaire. Ce sont des changements brusques, inattendus, qui désorientent l'adversaire. Comme les dribbles de Mbappé, quoi. C'est une bonne image, oui. En entreprise, ça se traduit par la capacité à changer de stratégie. Blockbuster qui rate le virage du streaming face à Netflix, c'est l'exemple classique de l'échec de réorientation. À l'inverse. Intel, ils fabriquaient des puces mémoire, mais face à la concurrence japonaise, ils ont abandonné ce marché pour se concentrer à fond sur les microprocesseurs. Un pivot réussi. Il faut toujours vérifier si sa perception colle à la réalité. Kudak a dû faire ça aussi. Ah oui. Ils misaient tout sur l'acquisition de clients par le contenu, puis ils ont réalisé que ça ne suffisait pas pour convertir, pour vendre. Donc, très vite, ils ont dû monter une équipe commerciale, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Pour pouvoir pivoter comme ça et prendre des décisions vite sur le terrain, il faut une certaine organisation. Ça nous amène au 6e principe, la délégation et l'intuition. Le fameux Fingerspitzengefühl. Encore un mot allemand. Oui, décidément. Ça veut dire le sentiment du bout des doigts. L'idée, c'est de faire confiance à l'intuition, au jugement des équipes qui sont sur le terrain, au contact direct de la réalité. Donc il faut décentraliser la décision. Au maximum, oui. Si on essaye de tout contrôler depuis le sommet, on ralentit tout, on tue l'initiative. C'est lié à une autre doctrine allemande, l'Auftragstaktik. On donne la mission claire, le Schwerpunkt, mais on laisse l'initiative aux échelons inférieurs sur la façon d'y arriver. Chez Kudak, ils ont une valeur qui s'appelle « own it », assume-le. C'est un peu ça, non? Mais déléguer autant, c'est pas risqué si les gens se plantent, si on globale, et qu'ils ont un bon jugement. La confiance, ça se construit, ça se mérite des deux côtés. Cette intuition, cette capacité à trouver des solutions sur le tas, ça m'évoque le 7e principe chinois, la créativité dans la bataille, le fait de penser différemment. Oui, l'idée que l'innovation, c'est souvent une recombinaison maligne de choses qui existent déjà. Pas forcément une invention sortie de nulle part. L'exemple de Nintendo avec la Game Boy est parfait pour ça. Racontez. Ils ont utilisé des écrans LCD monochromes, une technologie simple, éprouvée, issue des calculatrices. Pourquoi? Pour avoir une super autonomie et un prix bas. Pendant ce temps, la concurrence misait tout sur des écrans couleurs, plus chers, plus gourmands en énergie. C'était un pari créatif à contre-courant. Donc mieux vaut avoir des gens capables de réfléchir aux fondamentaux plutôt que des experts hyper spécialisés. C'est un peu l'idée, oui. Face à l'imprévu, la capacité à raisonner par principe premier, à faire des liens entre des domaines différents, c'est souvent plus utile qu'une expertise très pointue mais rigide. Théo Lyon donne l'exemple de Kudak, qui a appliqué les codes des influenceurs, de la creator economy, au monde du B2B pour développer sa propre notoriété. C'était assez neuf à l'époque dans ce secteur. Tout ça, la vitesse, la délégation, la créativité, ça semble reposer sur un truc essentiel, la confiance. Le 8e principe.
C'est le lien, absolument. Sans une confiance solide entre les membres de l'équipe et entre les équipes et la direction, impossible d'aller vite. Le manque de confiance, ça génère des contrôles, des validations, des hésitations, tout ce qui freine. Et c'est là que la culture d'entreprise devient cruciale. La culture, c'est pas un peu bullshit, parfois, la culture d'entreprise. Des mots sur un mur. Ça peut l'être si ce n'est pas vécu, si c'est juste de l'affichage. Mais une culture forte, authentique, avec des valeurs vraiment partagées, ça rend les comportements plus prévisibles, on sait comment les autres vont réagir, on parle le même langage, ça facilite énormément la collaboration et donc la confiance. Et comment on la construit, cette culture forte? L'analyse de Théoline insiste sur un point. Ça se forge moins dans les séminaires ou les team building que dans les épreuves qu'on surmonte ensemble. Les galères partagées, ça crée des liens très forts, comme la camaraderie militaire. Et ça peut même devenir un avantage face aux concurrents. Carrément. Une culture unique, positive, c'est très dur à copier. L'exemple classique, c'est Southwest Airlines aux États-Unis. Leur culture était réputée comme étant leur principal avantage concurrentiel, parce qu'elle était inimitable. Et le garant de cette culture, c'est souvent le dirigeant, dont le rôle d'ailleurs doit changer énormément avec la croissance. C'est le 9e principe de Blitzscaling, l'évolution du rôle du leader. Oui, le livre Blitzscaling utilise une image assez parlante. L'entreprise passe par différents stades. La famille, quelques personnes, puis la tribu, quelques dizaines, le village, centaines, la ville, milliers, et même la nation. Et à chaque étape, le rôle du fondateur ou du CEO doit évoluer. Comment ça se passe concrètement, cette évolution? Au début, stade familier-tribu, le fondateur est souvent celui qui fait le plus, il met les mains dans le cambouis. Ensuite, il doit apprendre à manager ceux qui font, recruter, diriger. D'accord. Puis, quand on arrive au stade village ou ville, son rôle devient beaucoup plus stratégique. C'est lui qui conçoit l'organisation, qui définit la vision, le fameux Schwerpunkt, qui s'assure que tout le monde est aligné. Il travaille sur le système plus que dans le système. Et dans les très grandes boîtes? Là, il peut devenir celui qui lance de nouvelles offensives, de nouveaux blitzkrieg sur de nouveaux marchés ou produits, tout en gérant une complexité énorme. Mais comment on gère cette complexité sans retomber dans la lenteur qu'on cherchait justement à éviter au début? Une des solutions, c'est de structurer l'entreprise en unités plus petites, assez autonomes, mais bien alignées sur la stratégie globale. Un peu comme dans l'armée avec les escouades, les sections, etc. Le leader doit alors se concentrer sur l'allocation des ressources, la définition des missions pour ces unités et le développement de leurs leaders. Bon, cette stratégie de Blitzkrieg a l'air redoutable. Mais j'imagine qu'elle n'est pas infaillible. Le 10e principe, c'est justement comment on se défend contre ça. Oui, heureusement, il y a des parades possibles. La première méthode, c'est de transformer la guerre éclair en guerre d'usure. Si l'attaquant mise tout sur la vitesse, on essaye de ralentir le jeu, de l'embourber. On mise sur ses propres ressources, sa capacité à tenir sur la durée. Comme Churchill qui cherchait l'aide industrielle des États-Unis. Le blitzkrieg, ça pousse à prendre des risques énormes. Ça peut mener à un excès de confiance, à des problèmes logistiques parce qu'on va trop vite, trop loin, ou à des erreurs tactiques. Stalingrad en est l'exemple historique le plus connu. On dit souvent que les startups meurent plus souvent de suicide que d'homicide. C'est un peu ça, oui. Les erreurs internes sont souvent fatales. Troisième piste, attaquer la culture ou le leader adverse. Essayer de saper le moral, de décrédibiliser la tête pensante. Les polémiques autour d'Adam Neumann chez WeWork, ça a sans doute joué un rôle dans leurs difficultés. Et la dernière piste? C'est le contre-blitzkrieg. Utiliser les mêmes armes, vitesse, agilité, concentration. Essayer de prendre l'attaquant de vitesse sur son propre terrain. Facebook l'a fait contre MySpace à l'époque. Plus récemment, TikTok a forcé Instagram à réagir très très vite. Donc, même si le Blitzkrieg réussit sa percée initiale, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut gérer l'après. C'est le 11e et dernier principe, les transitions nécessaires après le Blitzscaling. Tout à fait. On ne peut pas être en sprint permanent. À un moment, il faut savoir passer à une autre phase. Une phase de consolidation, de croissance plus structurée, plus soutenable. L'analyse, en s'appuyant sur le livre Blitzscaling, identifie plusieurs transitions clés. La première. C'est de gérer le passage de petites équipes très soudées à de grandes équipes. Là, les problèmes de communication, de prise de décision, d'alignement, ils explosent. Il faut absolument structurer les choses. Il y a aussi le passage de profils généralistes à des spécialistes, j'imagine. Oui, exactement. Au début, on a besoin de couteaux suisses, des gens polyvalents qui touchent à tout. Mais quand l'entreprise grandit et que les tâches se complexifient, on a besoin d'experts pointus dans leur domaine. L'analogie militaire, c'est
Les marines prennent la plage, agiles, généralistes, puis l'armée prend le pays, structuré, avec des spécialistes. D'accord. Et au niveau de la communication? Il faut passer d'une communication très informelle, directe, à des processus plus formels pour que l'information circule bien partout et que tout le monde reste aligné sur les objectifs. Et pour le pilotage de l'entreprise? Il y a une transition super importante à faire, passer de l'intuition aux données. L'intuition du fondateur, elle est vitale au début. Mais pour piloter une grosse structure, on ne peut plus se fier qu'à ça. Il faut des métriques claires, des tableaux de bord, une approche plus analytique. Kudak, par exemple, a dû développer des dashboards très précis pour suivre chaque activité. Et le fondateur lui-même doit changer? Oui, c'est la dernière transition clé. Il doit passer d'un rôle très opérationnel à un rôle de dirigeant stratégique. Ça veut dire déléguer beaucoup plus, amplifier son action grâce à une équipe rapprochée, des assistants, un chief of staff, et investir du temps dans son propre développement personnel, sa formation. Est-ce que c'est une transition nette, on passe d'une phase à l'autre, une fois pour toutes? Théo Lyon apporte une nuance intéressante, tirée de son vécu. Il dit que ce n'est pas forcément linéaire. C'est souvent plutôt des cycles. Des allers-retours entre des phases d'accélération très intenses, type blitzkrieg, et des phases de consolidation, de structuration, avant de relancer potentiellement un nouveau sprint sur un autre sujet. C'est passionnant. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'approche blitzkrieg ou blitzscaling en entreprise, c'est utiliser la vitesse comme une arme stratégique clé. Ça demande une concentration extrême sur un objectif, le Schwerpunkt. Oui, et d'accepter une certaine dose d'imperfection ailleurs. Il faut aussi une grande agilité pour pouvoir changer de cap si nécessaire. Une culture d'entreprise forte, basée sur la confiance, la délégation. Et un leadership qui s'est évolué au fur et à mesure que l'entreprise grandit. C'est une bonne synthèse des principes tactiques et stratégiques, oui. Mais la réflexion finale que propose Théo Lyon dans son analyse, elle va peut-être un peu plus loin. Il pose la question du pourquoi. Le pourquoi. Oui, pourquoi cette course effrénée à la vitesse, à la croissance à tout prix? Il suggère que le plus important finalement, c'est peut-être de construire une aventure entrepreneuriale qui ait du sens pour soi, qui soit alignée avec ses propres valeurs, ses propres aspirations, plutôt que de juste suivre aveuglément un modèle, une méthode, même si elle est à la mode. Une invitation à réfléchir au sens de sa propre course. Belle conclusion. De quoi méditer après cette plongée dans la stratégie éclair. Merci beaucoup. Merci à vous.